La réforme foncière en marche, voilà, nous sommes encore là, c'est la nouvelle semaine, c'est le nouvel invité, mais c'est aussi des nouvelles matières parce qu'aujourd'hui nous allons aborder les jalons du programme d'appui à la réforme foncière qui a été initié depuis 2017 et exécuté par le gouvernement de la RDC. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Maître Augustin Poyi, il est cadre. Mais surtout, ici, je les reçois comme expert, consultant, qui a été recruté pour travailler et accompagner la CONAREF. Bienvenue, maître. Merci. Comment vous vous sentez? Oui, je suis à l'aise. Je suis heureux de vous recevoir. Merci de me recevoir une fois de plus. Merci beaucoup. Ouais. Parce que de temps à autre, on se retrouve sur les plateaux d'Environ News pour parler des questions des forêts, thématiques, mais aussi des questions justement de l'aménagement du territoire. Mais aujourd'hui, nous parlons des questions du foncier. Et vous êtes un acteur important dans ces questions du foncier. Je voudrais savoir, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous motive d'abord d'aborder ces genres de questions qui sont parfois perplexes et complexes aussi? Oui, perplexes et complexes à la fois, vous avez raison. Qu'est-ce qui me motive? Mais c'est ce scandale, cette controverse d'un pays potentiellement riche en ressources naturelles, mais qui est très pauvre. Avec un niveau de vie qui n'est pas très acceptable, un niveau très faible des institutions. Et donc c'est ce contraste-là qui nous a révoltés et nous nous sommes inscrits dans une démarche d'essayer de réduire la marge entre l'énorme potentialité en termes de capital naturel dont dispose le pays, le foncier y compris, et le niveau de vie des populations qu'il faut relever, le niveau de développement du pays. Donc voilà, c'est une sorte de choc qui nous a entraînés dans ce travail. Super. Donc vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes expert qui a été recruté pour accompagner la CONAREF. En quoi a consisté votre travail? Ou bien consiste, parce que vous l'êtes encore, hein? Oui. En quoi consiste ce travail? Alors, nous sommes une équipe, hein. Je fais partie d'une équipe au sein de la CONAREF. Vous l'avez bien dit, j'interviens comme consultant de l'ONU Habitat. Alors, mon travail, c'est le jalon 2. Et le jalon 2, le jalon, comme Raphaël l'a dit la semaine passée, c'est un résultat phare. Il y a 3 résultats phares qui sont poursuivis dans ce processus à travers le programme d'appui à la réforme foncière. Vous avez d'abord le premier, je crois que M. Raphaël a été complet là-dessus, c'est l'appui à la CONAREF. Et le deuxième résultat, c'est d'accompagner la RDC à se doter d'une nouvelle politique foncière nationale qui soit véritablement consensuelle. Le deuxième résultat, c'est d'avoir une loi qui soit qui reflète ou qui relaye les options de la politique foncière qui aura été adoptée. Et le troisième résultat, c'est d'avoir un plan foncier national. Donc voilà, dans mon jalon, ce sont les 3 volets sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent et sur lesquels je vais continuer à travailler pour les semaines, les mois et probablement les années qui viennent. Super. Quel est l'état des lieux que vous faites de ces jalons à ce jour? Je pense que de tous les programmes sectoriels qui s'inscrivent dans le plan d'investissement RAID en cours et qui se clôture en décembre 2020, la réforme foncière, c'est la réforme la plus exemplaire. D'abord sur le plan de la qualité du processus. C'est un processus qui a été voulu très ouvert. Il a été conduit avec la participation des parties prenantes, toutes les parties prenantes qui ont été identifiées et qui ont des intérêts à défendre dans le cadre de cette réforme. Et deuxièmement, nous avons produit des supports de qualité en termes de livrables. Au moment où nous parlons, nous avons déjà le draft 1 du document de politique qui est déjà produit et qui fait l'objet déjà des consultations au niveau des provinces. Nous avons déjà travaillé dans 9 provinces sur les 25 que compte le pays et nous comptons poursuivre les consultations dans les autres provinces. Ces consultations visent à recueillir, d'abord à présenter les grandes articulations du document de politique actuel et puis à recueillir les commentaires, les contributions des parties prenantes au niveau des provinces. À la fin, il est prévu d'avoir un atelier national ici à Kinshasa où le draft amélioré du document de politique va être présenté pour avoir les dernières contributions des parties prenantes
de manière à avoir une politique nationale qui soit véritablement consensuelle et qui reflète les points de vue des parties prenantes, les intérêts des parties prenantes et qui permettent d'inscrire le pays dans la durée par rapport à la gestion des terres au pays. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de grandes lignes? Alors, c'est une grosse question, mais on s'est focalisé sur des questions de ténure des terres, c'est-à-dire les droits fonciers. On a voulu améliorer le système de reconnaissance des droits fonciers. Il y a des groupes sociaux qui s'étaient estimés exclus du droit à la terre, notamment les peuples autochtones pygmées. Vous avez les femmes qui se sont plaintes également des restrictions qu'elles ont, surtout en milieu rural, par rapport à leur accès à la terre. Mais il y a aussi d'autres catégories de personnes qui veulent voir leur accès à la terre être amélioré. Et donc, nous nous sommes attelés à mettre en place un système de ténure qui soit hautement amélioré à un triple niveau. Au niveau de la reconnaissance, au niveau de la certification des droits fonciers, parce que reconnaître les droits, c'est une chose, et les sécuriser, c'est une autre. Et donc, on a mis en place un système de certification qui permet d'améliorer les droits qui sont, disons, de garantir le respect des droits qui sont reconnus. Et enfin, c'est de sécuriser les transactions foncières. Donc, les terres ont vocation à aller d'une main à une autre. Donc, ces transactions doivent être véritablement sécurisées pour éviter des conflits qui jonchent nos cours et tribunaux. Et donc, voilà les aspects sur lesquels nous avons travaillé au niveau de la ténure des terres. Il y a le droit, notre droit actuel avant cette réforme, qui ne discrimine pas la femme par rapport à son accès à la terre. Nous n'avons aucune disposition ni de la Constitution ni de la loi foncière actuelle qui restreint la femme dans son accès à la terre parce qu'elle est femme. Quand vous allez dans les circonscriptions foncières, il y a des femmes qui sont inscrites dans les registres comme étant des propriétaires ou des concessionnaires fonciers. Et donc, la femme n'a pas des restrictions ou n'est pas discriminée par rapport à son accès à la terre du point de vue légal, au niveau de la norme. Bon, maintenant, il y a des pratiques. Vous savez que nous sommes tous ressortissants d'une communauté locale quelque part. Et dans les milieux ruraux, ce qui régit la vie sociale, y compris l'accès à la terre, c'est les coutumes traditionnelles. Et c'est là qu'il y a énormément, dans certaines coutumes, des restrictions par rapport à l'accès à la femme. Et nous avons voulu déclarer de telles coutumes nulles, non existantes, pour que là où la femme a des restrictions, que la loi s'impose. Étant donné qu'on est tous rattachés à nos coutumes, demain après demain, vous ne pensez pas que ça peut créer des problèmes? Bon, il faut comprendre que les garants des coutumes, du respect des coutumes, sont les chefs traditionnels. Et nous estimons que c'est une composante à part entière qu'il faut impliquer et avec laquelle il faut compter pour pouvoir obtenir des évolutions dans les systèmes traditionnels où les gens sont vraiment ancrés. Et donc, nous les avons impliqués dans cette réforme. Les chefs traditionnels sont perçus dans cette réforme comme des personnes coutumièrement attitrées à représenter les communautés locales. Et donc, c'est elles, les autorités traditionnelles, qui portent la voix des communautés locales. Et nous comptons les utiliser dans la sensibilisation, dans l'évolution des mœurs qui heurtent certaines sensibilités liées à la modernité, vous voyez, et nous voulons travailler avec eux pour atteindre ce niveau d'amélioration de la ténure des femmes. Et comment ils réagissent lorsqu'ils ont cette information comme celle-là? Est-ce qu'ils sont partants, ces chefs coutumiers? Oui, ils sont partants, ils sont positifs par rapport à cela. D'ailleurs, dans la plupart des coutumes, certaines du moins, il y a des femmes qui sont chefs coutumiers. On en a vu. Chaque fois qu'on se réunit, s'il y a 10 chefs coutumiers, il y a au moins 2 qui sont des femmes. Donc c'est déjà une évolution. Et nous voulons utiliser ces coutumes-là, disons, les tenants de ces coutumes-là pour sensibiliser les autres, de manière à avoir une perception positive des droits fonciers des femmes et une amélioration de l'accès de la femme à la terre dans les milieux ruraux. La question de l'administration foncière, elle est dysfonctionnelle parce que nous avons une orientation nationale qui tend à renforcer la décentralisation.
qu'aujourd'hui, les circonscriptions foncières fonctionnent comme étant des services déconcentrés du pouvoir central. Vous voyez, et les provinces subissent en quelque sorte le diktat du pouvoir central sur des matières qui leur sont dévolues, qui sont des matières exclusives. On ne peut pas comprendre que jusqu'à ce jour, ce soit les circonscriptions foncières qui délivrent des titres fonciers pour les droits fonciers au niveau des provinces et au niveau des ETD. Vous voyez? Donc cela n'est pas conforme à la constitution actuelle, ni non plus aux évolutions que le pays a enregistrées sur le plan de la décentralisation. Donc on veut que l'option qui a été affirmée par la constitution et dans laquelle il y a une dynamique très positive au niveau de tous les secteurs, qu'au niveau du foncier également, les matières qui sont de la compétence des provinces et des ETD soient traitées à ce niveau-là, et non par les services déconcentrés du pouvoir central. C'est une manière de confisquer les compétences du niveau provincial et du niveau local par le pouvoir central. Vous voyez, ça crée tout un dysfonctionnement et même dans leur capacité opérationnelle, on se rend compte que dans les milieux ruraux, les circonscriptions foncières sont absentes alors qu'il y a un besoin de titrisation et de sécurisation des droits à ce niveau-là. Donc il y a tout ce tas de dysfonctionnements de l'administration, des conflits de compétences, on les a relevés entre l'administration foncière, l'administration de l'urbanisme, dans toutes les provinces où nous sommes allés, et ces administrations sont à couteau tiré. Donc il y a un problème des compétences qu'il faut clarifier davantage sur le plan institutionnel et qu'il faut davantage améliorer. Il y a également cette ténure qu'on a voulu distinguer entre la ténure urbaine et la ténure rurale. C'est une innovation que nous avons apportée, qu'on ait un régime sur les terres rurales qui soit différent du régime sur les terres urbaines. Donc il y a aussi d'autres aspects qui sont liés à la fiscalité foncière qui dysfonctionne. Vous savez que la plupart des pays au monde vivent de la fiscalité, entre autres de la fiscalité foncière, mais elle est nulle au niveau de la RDC. Donc on est en train d'améliorer un peu le dispositif de collecte des recettes d'origine foncière, mais également de les accroître, de les maximiser pour que les terres puissent être des facteurs de contribution et d'augmentation des revenus publics. Donc voilà, il y a autant d'aspects comme ça, la question de la domanialité par exemple, domaine public, domaine privé, non pas que nous allons nous démarquer du système actuel, mais on veut lui donner un contenu qui soit maîtrisable et que le domaine privé de l'État par exemple ne soit pas un domaine aussi étendu qu'on ait la possibilité de le circonscrire, de le délimiter, de le titriser pour éviter toute la spoliation à grande échelle que l'État a subie dans ses biens fonciers immobiliers. Donc voilà. La réforme qui est déjà en cours apporte-t-elle des solutions à ces genres de problèmes? Oui, oui. Et d'ailleurs, ce que je dois vous dire, c'est que nous sommes ici dans une réflexion sur la réforme foncière. Mais en même temps, il y a une autre réforme en cours qui est connexe et qui est complémentaire à la réforme foncière. C'est la réforme de l'aménagement du territoire. Donc toutes les questions connexes, intersectorielles, transversales, ce n'est pas vraiment la politique foncière qui va les régler, c'est plutôt la politique de l'aménagement du territoire. Mais au niveau du foncier, nous avons affirmé des choses, des principes, nous avons mis en place des règles qui permettent de conforter, d'habiliter l'aménagement du territoire dans sa fonction de coordination intersectorielle pour adresser cette question-là des conflits de compétences entre les différents ministères et les différents services publics. Il y a des aspects qui vont être pris en charge par le foncier et d'autres aspects qui seront vraiment du champ d'autorité de la politique d'aménagement du territoire. Et nous suivons aussi de près cette réforme-là pour nous assurer qu'il y a des éléments de complémentarité, de convergence entre ce que nous sommes en train de construire dans la politique, dans la réforme foncière et ce qui s'est construit dans la politique d'aménagement du territoire. Oui, on est conscient, il y a énormément de conflits, de compétences, qui donnent lieu d'ailleurs à des superpositions des titres sur l'ensemble du territoire national, c'est vrai, mais les instruments qu'on est en train de mettre en place permettent d'améliorer dans l'avenir le dispositif
de garantir vraiment la cohérence institutionnelle et technique dans la prise en charge du territoire national, surtout dans les processus décisionnels d'affectation des terres. Les jalons que vous avez accompagnés, c'est un jalon qui a nécessité beaucoup d'inclusivité. Il fallait faire participer tout le monde. Comment ça s'est passé? Il faut comprendre que le pays est très grand, il faut beaucoup de ressources pour se déployer partout. Il faut des approches pour s'assurer que même si on n'est pas allé partout, mais au moins nous avons pu recueillir les contributions, les perceptions, les intérêts des uns et des autres. Et donc l'approche qu'on a mis en place, c'est d'abord d'identifier des groupes des parties prenantes. Vous avez les groupes des officiels, donc les autorités, les administrations publiques et les services publics de l'État qui participent dans la réflexion de ce travail de réforme à travers les organes qu'on a mis en place ici au sein de la CONAREF. Il y a le comité technique, la cellule technique, je crois, c'est pas le comité technique, c'est la cellule technique, où siègent les représentants des différents délégués, des parties prenantes. Il y a également le comité des pilotages, où siègent les autorités politiques, donc les ministres, qui sont concernés d'une manière ou d'une autre par la question foncière. Et puis vous avez les autorités traditionnelles, je l'ai dit, à travers l'Alliance nationale des autorités traditionnelles, qui eux représentent les communautés locales. Et il y a eu autant de réunions qui se sont déjà tenues où des chefs coutumiers se déplacent de différents territoires et viennent participer à la réflexion. Et quand on ne peut pas les faire venir, ils ont au moins une représentation nationale qui est impliquée et qui est très bien informée des questions foncières. Ça, c'est pour les communautés locales. Et pour les peuples autochtones, par exemple, Pygmées, il y a des organisations de la société civile qui collaborent avec nous et qui participent, qui portent la voix des peuples autochtones Pygmées. C'est notamment le réseau des GPA, c'est le réseau Repalef, l'INAPICO, qui sont des réseaux qui contribuent à cette réforme et qui portent la voix des peuples autochtones. Vous avez les femmes, il y a un réseau, c'est le CEFLED, qui travaille avec CEFLED, qui essaye de porter le plaidoyer pour l'amélioration des droits des femmes. Et puis, on a les scientifiques, des professeurs d'université, des chercheurs qui s'intéressent à la question foncière. Alors, ces personnes-là, nous les avons regroupées dans ce qu'on appelle les groupes thématiques. Et donc, il y a autant de groupes thématiques différents selon le contenu thématique du groupe concerné. Donc, voilà, on a déjà tenu quelques groupes thématiques ici, au niveau de la CONAREF. Donc voilà comment nous avons structuré la participation et même la représentativité des parties prenantes dans cette réforme. Comment les différentes questions étaient-elles abordées, notamment la question du genre par exemple? Alors, nous avons d'abord, avant d'arriver au document de politique, le draft que nous avons, il y a eu une étude qui a dressé une sorte d'état des lieux. Et l'état des lieux était un état des lieux thématique aussi. Nous avons abordé des questions qui concernent l'accès à la femme à la terre, des questions des tenures de terre, l'administration foncière, des questions économiques qui sont liées à la terre, des problématiques environnementales et des questions nouvelles, émergentes. C'est la somme de tout ça qui a constitué l'état des lieux du départ. Et par rapport à l'état des lieux, nous avons articulé des options de réforme qu'on a consigné dans le document de politique. Et c'est avec ce document, lorsque nous l'avons fini au niveau de la CONAREF et que nous l'avons discuté avec les experts au niveau des groupes thématiques, que nous nous sommes transportés en province pour commencer à consulter les parties prenantes. L'approche, c'est quoi? C'est que nous expliquons le contenu du document. Nous avions produit un canevas qui permet de recueillir les contributions et de les retracer. Donc nous pouvons aujourd'hui retracer tout ce qui a été, par exemple, dit au niveau des Lituri, au niveau du Nord Kivu, du Sud Kivu, de Kwango, dans des fiches que nous avions proposées aux parties prenantes, qui sont remplies. Et de ces fiches-là, nous avons dégagé des synthèses provinciales. Et à un moment donné, nous avions produit également la synthèse des synthèses, qui nous a permis d'avoir des éléments pour revoir la version actuelle du document de politique. Et donc, on va continuer comme ça, au fur et à mesure qu'on avance dans les provinces, nous produisons, lorsqu'on aura fini toutes les provinces,
une version 2 complète du document de politique qui va vraiment intégrer les demandes des parties prenantes. Quelles sont les grandes tendances par rapport aux consultations que vous avez amenées, des préoccupations qui se sont dégagées? Bon, il y a eu quand même un certain nombre de préoccupations. C'est les conflits entre l'État et les communautés locales. Hein. C'est des conflits qui sont récurrents partout. Okay. Vous avez des chefs coutumiers qui sont en opposition et même en tension avec les administrations foncières. Je pense qu'il n'y a pas eu une meilleure compréhension de la manière dont les droits fonciers sont organisés entre l'État, les droits fonciers de l'État et les droits fonciers des communautés locales. Okay. Et ça a créé beaucoup de malentendus et des tensions entre les chefs traditionnels et les uns se plaignent des autres. Donc, parce qu'il y a des non-dits dans le système actuel. Okay. Et donc, il y a eu un appel à améliorer la compréhension des droits fonciers entre les droits de l'État, la domanialité, et les droits fonciers coutumiers des communautés locales. Et nous avons levé un certain nombre d'options qui permettent de clarifier cela, surtout à la lumière de l'actuelle Constitution qui dit que l'État garantit la propriété privée, donc y compris la propriété immobilière et foncière, que cette propriété soit issue de la loi ou de la coutume. Vous voyez, et de ce point de vue, on a dégagé un concept qui était absent depuis que nous existons comme État, c'est-à-dire depuis l'État indépendant du Congo, nous n'avions jamais eu un texte officiel qui parle clairement de la notion de propriété foncière coutumière. Et c'est une innovation de cette constitution, oui, et qui est aussi, comment je vais dire, portée par les communautés locales, y compris les chefs traditionnels. Donc il y a ça, l'amélioration de la ténure, ça c'est une tendance. Il y a également cette question de le concept qu'on a utilisé, c'est la thésaurisation des terres. Vous voyez, il y a des gens qui détiennent des très larges superficies pour eux seuls, mais qui ne les valorisent pas non plus. Donc c'est des terres qui sont prises aux communautés locales à travers l'enquête des vacances des terres, mais qui en même temps ne sont pas titrisées au profit de ceux pour qui l'enquête a été, au profit de qui l'enquête des vacances de fer a été menée. Donc on arrive à une situation où des gens détiennent des très larges superficies, mais dans un contexte où il y a la pression sur la terre, où des populations sont privées de la terre. Voyez, cette question-là, elle est centrale. Nous avons pensé la régler avec une option qu'on a levée de faire une revue légale foncière qui va être gérée au niveau des provinces pour essayer de faire un peu ce qu'on a fait avec la réforme forestière. Et c'est à quand cette revue légale? Non, il faut attendre que la politique soit adoptée. Voilà, c'est une option de politique et donc on ne peut la mettre en œuvre que si la politique est déjà adoptée par le gouvernement. Super. Mais très souvent, il y a des conflits entre les Bantous et les Pygmées, notamment des conflits liés, que je peux appeler des conflits fonciers. Alors, est-ce que la politique aussi pense à ces genres de conflits pour essayer un peu d'atténuer leur teneur? Oui, bon, au fait, c'est une question qui est récurrente, hein, surtout dans les milieux où vivent les populations pygmées. Il faut comprendre que la problématique autochtone, hein, telle qu'elle se pose, c'est que les pygmées estiment qu'ils sont victimes d'exclusion par rapport à l'accès à la terre. Exclusion d'abord par la loi, parce que la loi n'a pas reconnu des droits fonciers spécifiquement au peuple autochtone pygmée. C'est comme ça que la problématique est posée. Deuxièmement, ce sont les coutumes. Au niveau des coutumes locales où vivent les communautés pygmées, ces peuples n'ont pas d'accès à la terre. Vous voyez, parce que généralement, c'est des peuples nomades qui vont d'un lieu à l'autre et qui vivent des produits forestiers. Et donc, ils se sentent exclus à la fois par la loi et par les coutumes. Et donc, c'est une problématique que nous avons cherché à analyser, à approfondir. Et nous avons levé des options dans le cadre du document de politique foncière. Donc, par exemple, là où il y a vraiment des situations de précarité dans l'accès à la terre pour ces peuples, on a prévu la possibilité de négocier à travers des accords avec les chefs traditionnels des terres qui peuvent être mises à leur disposition, mais de manière sécurisée. Très bien, maître, nous sommes en train d'étendre déjà vers la fin. Je voudrais rapidement que vous puissiez me dire à quel pourcentage vous estimez l'exécution de ces jalons numéro 2.
À 50%, je peux le dire comme ça, oui, parce que nous aurions, en tout cas, ça aurait été possible d'avoir déjà les documents de politique qui soient issus d'un atelier national après avoir été dans toutes les provinces du pays. Je suis très sceptique, très personnellement, que nous puissions aller dans toutes les provinces, synthétiser les rapports des provinces. Au risque de bâcler et le puis, travail surtout. voilà, ce serait un travail bâclé. Mon conseil très personnel, c'est que nous puissions rendre compte de cela au niveau du cellule technique, rendre compte au niveau du comité de pilotage, rendre compte au niveau du comité de gestion, c'est-à-dire le comité du programme qui réunit le FONARED avec la CONAREF, et puis qu'à ce niveau-là, on rende compte aussi au comité de pilotage du FONARED, pour que la question soit discutée avec les bailleurs de fonds au niveau du CAFI, qu'on ait une prolongation de manière qu'on puisse faire ces consultations à tête reposée. Et si on nous donne 3-4 mois en plus, je pense que nous pouvons aller tranquillement dans toutes les provinces et avoir, s'il faut intégrer les aspects logistiques, avoir à organiser un bon atelier national, en bonne et due forme, avec une meilleure participation des parties prenantes venues de partout. Et nous aurons, à l'issue de ce travail, un document de politique complet qui reflète les sensibilités, différentes sensibilités des parties prenantes et qui soit véritablement porté par toute la nation congolaise. Parce que vous êtes à 50% de l'exécution, pensez-vous que c'était un performant, votre jalon? Bon, quand je dis 50%, il faut d'abord comprendre que nous sommes dans une année où il y a eu le coronavirus qui est intervenu, sans entraîner la suspension de toute la dynamique que nous avons déjà mise en place. Il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi, vous connaissez le système dans lequel nous sommes. On est avec toutes ces procédures qui sont assez complexes, des procédures au niveau administratif, au niveau comptable, au niveau financier. Nous sommes des techniciens. Nous ne rendons pas compte, disons, ce n'est pas à nous de rendre compte de ces aspects. Il y a des personnes attitrées, il y a le coordonnateur du CONAREF, vous avez l'ONU Habitat auquel vous pouvez vous adresser pour ces aspects-là. Voilà ce qui a mitigé les résultats. C'est pour ça qu'au niveau de mon jalon, le jalon 2, je parle de 50%. C'est tous ces facteurs mis ensemble qui expliquent cela, mais rien n'est perdu parce que je pense que si on nous donne encore très peu de temps devant nous, nous allons faire un processus modèle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'autres secteurs qui se sont lancés également dans ce processus de production d'une politique sectorielle nationale. Et nous devons avoir au moins des bonnes pratiques, des bons exemples pour inspirer les autres. Et le nôtre, dans le cadre de la réforme foncière, nous voulons qu'il en soit un. Donc voilà les termes dans lesquels je peux conclure. Voilà. En 4 mots, qu'est-ce que je peux retenir du jalon 2? C'est une politique foncière nationale véritablement consensuelle qui est produite et qui a l'adhésion de toute la nation congolaise, qui réduit les conflits d'origine foncière et qui fait de la terre, des terres congolaises plutôt, une attraction pour les investissements, mais aussi une source de revenus pour l'État, pour les provinces, pour les entités territoriales décentralisées et pour les communautés locales et les peuples autochtones. Alors, Augustin Mpoyi, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux pour parler des questions foncières. Et je pense que c'est la première fois que je vous reçois dans ces cadres, mais ce n'est pas la dernière, bien sûr. Voilà, donc c'est par ici justement que nous mettons un point à ces nouveaux numéros et nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine, cette fois-là avec un autre invité et aussi avec un autre jalon